Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Nous avons toutes et tous niché en nous une souffrance. Parfois elle est muette, d'autres fois elle se manifeste à travers nos émotions. D'autres fois encore elle résonne dans notre corps sans que nous parvenions à comprendre son écho. Et si nous apprenions à écouter pleinement nos psychiatrices, comme le dit mon invité, à les reconnaître, à les accepter pour commencer enfin à guérir. Forte de ses 30 années d'expérience comme thérapeute, c'est un voyage poétique au cœur de nos ressentis et de notre histoire que nous propose aujourd'hui mon invité, une reconnexion à notre corps pour mieux traverser nos ombres et passer par toutes nos émotions. Elle nous invite à un cheminement intime pour une profonde guérison et un retour à la lumière. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose la psy Jeanne Sio-Fachin. Bonjour. Bonjour Anne et merci beaucoup de m'accueillir dans Métamorphose. Avec grande joie. Alors aujourd'hui sort un nouveau livre, La guérison émotionnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie un peu de cette suite, d'aller sur ce sujet-là encore plus en profondeur, je crois ? Oui, merci beaucoup pour cette question parce que c'est vrai que ce livre, je le porte en moi depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis toutes ces années de rencontres avec mes patients, mais aussi de toutes mes rencontres de vie, de toutes mes lectures, de toutes mes formations diverses et variées, comme tout le monde dans chacun de nos métiers. J'ai toujours ressenti, bien au-delà des difficultés que pouvaient rencontrer les uns et les autres dans la vie de tous les jours, même des pathologies plus profondes, bien sûr aussi des moments de vie très violents et très douloureux. Tout ça existe et ça fait partie de notre métier de psychologue, de psychothérapeute, d'accompagner ces patients-là. On a des outils, on a des savoir-faire, on a des intuitions aussi. On a une sensibilité pour ça, on a des formations, bien sûr. Mais j'ai toujours, rien que de vous en parler, là, ça me touche. J'ai toujours été touchée au fond de moi de cette sensation que, en dessous de tout ça, au creux de soi, il existait toujours niché une espèce de peur fondamentale, une espèce de peur existentielle, une espèce de petite flamèche qui vacille comme une âme blessée, je pourrais le dire avec ces mots-là. Enfin, on pourrait trouver 1000 mots qui parlent d'une soif et d'une peur de ne pas être aimé. Et je parle de cet amour inconditionnel, de cet amour qui nous rend vivants, de cet amour qui nous donne des ailes au sens figuré, mais presque au sens propre, de cet amour qui nous relie avec ce que nous sommes profondément et avec notre énergie vitale. Et on est tellement coupés, on est trop souvent tellement coupés, et les patients que j'ai rencontrés en particulier sont souvent tellement coupés de cette source
voilà, de cette source de l'amour originel. Et depuis longtemps, je me disais, ok, c'est bien la psychologie, c'est bien la psychothérapie, c'est bien toutes les démarches, même toutes les démarches, et je sais, Anne, que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Il y a beaucoup je pourrais dire, d'approches du soin, de méthodes de soin, de pratiques de soins. Mais personnellement, j'ai toujours eu cette espèce de conviction chevillée au corps et au cœur qu'il fallait passer en dessous et en dessous pour aller vraiment un peu comme, je sais pas comment me vient cette métaphore, mais un peu comme le petit corps tout doux, tout rose et tout vulnérable du hérisson qui érige ses piquants parce qu'il a peur. Il a peur qu'on l'approche, il a peur qu'on le touche, alors qu'il ne rêve que d'une chose, c'est d'être touché et d'être caressé, comme le dit d'ailleurs la chanson bien connue. Alors on va y venir évidemment longuement, ça va être l'objet de notre émission. On en parlait hors antenne, c'est vous qui êtes l'initiatrice, vous avez inventé ce mot, les psychiatrices, je le disais dans l'introduction. Vous dites que personne n'échappe aux psychiatrices de son enfance ni à ses peurs, vous venez de le rappeler. Parfois, j'ai le sentiment qu'autour de nous, certaines personnes n'en ont pas forcément conscience, qu'elles se disent oui, ben voilà, forcément comme tout le monde, il y a des choses positives et négatives. C'est vrai qu'en cabinet, vous voyez peut-être particulièrement des gens blessés, mais cette blessure originelle d'amour dont vous parlez, est-ce que nous la portons toutes et tous ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment constitutif finalement de l'incarnation humaine ? J'ai la faiblesse de le penser. Je dis ça parce que je n'en sais rien, comme chacun d'entre nous. Je suis juste humaine et j'ai ma sensibilité, mon expérience professionnelle. Et bien sûr, je ne détiens aucune vérité. Mais l'observation précise de tous ces patients, de tous ces êtres un peu en errance que j'ai rencontrés. Ça fait 30 ans que j'exerce, donc ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Et je crois que oui, cette blessure d'amour originel, on l'a tous en nous parce que c'est ça qui nous a fait naître, quoi qu'il arrive, quelles qu'aient été les conditions de notre naissance. C'est la rencontre, même si cette rencontre s'est pas faite dans les meilleures conditions. Et puis, il y a que l'amour qui peut nous faire grandir. Quand on est un tout petit bébé qui arrive au monde, on est totalement dépendant de l'amour, au sens large bien sûr, de l'amour de ceux qui sont autour de nous, des soins qu'on va nous apporter. Tous les travaux les plus anciens et les plus récents montrent à quel point, si on n'a pas cet amour qui nous entoure, un enfant, un bébé, ne peut pas grandir, ne peut pas se développer. Et s'il parvient néanmoins à grandir un peu comme cette image ancienne d'enfant sauvage, il va grandir tout tordu, tout étriqué, presque tout asséché dans le cœur, dans le corps, dans l'âme. Et bien sûr qu'il y a tous les processus de résilience, mais la résilience ne peut exister qu'à partir du moment où il y a un minimum de socle où on a senti qu'on était aimé. Prenons un exemple, tout basique. Un tout petit bébé, si vous le faites tomber, si vous le lâchez, je veux dire, quand il pleure, quand il interpelle, de quoi il a besoin, qu'on le tienne, qu'on le soutienne, qu'on l'apaise. Enfin, il peut pas faire autrement. On est complètement lié à cet amour qui nous entoure et je crois vraiment que on grandit avec ça et que bien sûr vous parliez des psychiatrices. Bon, c'est vrai que ce mot, il m'a traversé l'esprit un jour dans une formation d'ailleurs, et c'est un mot je trouve qui est très évocateur parce que la psychiatrie, ça veut dire que on est construits tous par notre passé, par définition. Nous sommes ce que le passé a fait de nous. Mais on n'est pas dépendant de notre passé. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire que le passé nous construit, mais ne nous définit pas. Donc oui, on a tous des psychiatrices. Et en même temps, ces psychiatrices, on peut choisir, comme vous le disiez très justement, de fermer les écoutilles, de se dire je les vois pas, tout va bien, je vais bien, j'avance, je fonce, je n'ai besoin de rien et de personne, et voilà. On a envie de chanter là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a des chansons dans votre livre. Oui, il y a plein de chansons dans mon livre. Il y a plein de chansons dans votre livre. Ou alors, l'extrême inverse, c'est un curseur en fait. C'est-à-dire où effectivement on veut les ignorer et on se met des carapaces, des armures et on avance envers et contre tous et contre tout. Ou effectivement, si on prend le curseur complètement inverse, on est dans une
une espèce de mise à nu constante et on souffre tout le temps. Et à ce moment-là, on est victime de ce passé en considérant en permanence « oui, mais je peux pas aimer parce que mes parents m'ont pas aimé. Oui, mais je peux pas faire ça parce que mon passé ceci. Oui, mais ça, mais vous vous rendez compte avec tout ce que j'ai vécu. » Et du coup, on devient prisonnier. Donc, tout l'enjeu, c'est de se libérer de ce passé qui nous a construit. Et non pas seulement, enfin, à nos petites vies humaines, et Anne, je suis sûre que vous êtes bien d'accord avec moi, mais bien au-delà de nous. On appartient à la vie en général, la vie avec un grand V. Donc on est ce que la vie aussi a fait de nous. Mais on a tous une espèce de, je crois une fois encore, on a tous une soif profonde de cet amour qui nous fait vivre, de cet amour, de sentir qu'on fait partie de cette vie, qu'on fait partie de ce grand tout, qu'on fait partie de ce grand lien. Mais c'est vrai que à la fois, et vous le rappelez, nos masques qui semblent nous protéger, vous le dites bien, ils nous étouffent, vous dites, à la fois ils nous protègent, ils sont là parce qu'ils font vraiment partie de notre construction caractérielle, ils nous ont permis à un certain moment de notre vie de survivre, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir se protéger de certaines émotions ou difficultés, etc. Donc ils ont eu leur rôle. Mais ensuite, ils nous collent à la peau. Et vous le dites, c'est très fort, ces mots, qu'il y a quelque chose, nous hurlons pour être délivrés, vous dites, nos cris sont muets. Donc ces masques, à la fois, c'est ça qui est incroyable quand même dans le fonctionnement aussi de la psyché et de notre construction, c'est qu'à la fois, ça nous aide, ça nous permet de vivre, voire même de survivre, et en même temps, ils finissent par nous étouffer jusqu'à un point, parfois même de la mort, dans certains cas. Mais merci Anne, vraiment de dire ça, parce que en fait, c'est incroyable, parce que vos mots me touchent, c'est très étonnant comme sensation. En tout cas, une fois encore, mes rencontres, mon expérience clinique m'a souvent beaucoup bouleversée de voir tous ces patients qui sont là avec tous ces masques, toutes ces armures, il faut que je fasse comme si, parce que si je ne suis pas comme ça, on va pas m'aimer. Il faut que j'y arrive de cette façon, parce que c'est comme ça que je pourrais être reconnue. J'ai peur de ne pas y arriver. Et donc, on passe notre vie, mais tous autant qu'on est. Moi, la première. Une fois encore, je ne me mets pas du tout ni au-dessus du lot, ni à côté des autres. On se débat tous avec nos vies. Et on met des protections, finalement, ce qu'on appelle en psychologie des faux self, parce que on a besoin de pouvoir avancer en se sentant en sécurité, en se sentant protégé. Et ces faux self, on en met beaucoup dans notre enfance, surtout quand on est une fille, pour être la fille gentille qui va plaire à notre maman, à la maîtresse, à faire tout bien, quand on nous dit « Ah, mais c'est bien, ma petite Jeanne, c'est bien ce que tu as fait et tout ». Toujours dans une quête d'amour, on est bien d'accord. Mais ce qui est embêtant, c'est que on continue à grandir sans se débarrasser de ces masques au fur et à mesure qu'ils deviennent périmés. Et on s'en rend pas compte. Donc on continue à grandir et on accumule ces couches. Et quand on arrive à l'âge adulte, on se retrouve beaucoup plus emprisonné par toutes ces armures et par tous ces masques qu'on a mis en place, beaucoup plus que facilité dans nos vies d'aujourd'hui. Parce que les masques d'hier qui étaient utiles, qui étaient bénéfiques, parce que ça nous a permis de nous adapter. Un masque, à un moment de nos vies, ça nous a permis de nous adapter. Ça nous a permis de trouver notre place. Ça nous a permis d'être aimés. Ça nous a permis de faire du lien. Ça nous a permis des tas de trucs qui étaient formidables. Mais au bout d'un moment, ces masques, effectivement, je reprends le terme que vous avez employé, nous étouffe. Et ce cri muet, c'est vraiment quelque chose que je peux dire que je l'ai entendu, même si c'est bizarre de dire qu'on entend un cri muet. Mais cette espèce de, vous savez, comme une image qu'on pourrait avoir de quelqu'un qui se noie, qui a la bouche ouverte sous l'eau et qui hurle, et personne l'entend en disant « mais de l'air, j'en peux plus, de l'air, je me noie ». Et on finit par se noyer dans toutes ces peurs, dans ces peurs de l'abandon, dans ces peurs de pas être à la hauteur, dans ces peurs de pas être reconnu, dans ces peurs de que ça soit injuste, dans ces peurs d'être rejeté, dans cette peur de pas être aimé. Enfin, toujours pareil. Enfin, c'est toujours un peu la même chose dans le fond. Et c'est compliqué parce que comme les masques nous ont servi pendant longtemps à nous adapter, eh bien, pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de
d'abandonner. On en parlera bien sûr, mais Oui. d'abandonner ces masques et de lâcher parce que on sait pas très bien, on n'a pas l'habitude d'être à nu avec notre vulnérabilité, avec ce qu'on est vraiment. Même si je déteste en vérité cette histoire de deviens qui tu es, parce qu'on n'est pas une personne, on est des milliers, on est une mosaïque. Nous sommes des millions à l'intérieur de nous. Je suis pas la même Jeanne quand je parle avec vous, Anne, que quand je prends mon petit-déj le matin, que quand je suis avec mon mari, que quand je suis avec mes enfants, que quand je suis avec mes patients, que le jour où je suis de mauvaise humeur, que le jour où j'ai eu un grand bonheur. Enfin, on a 1000 facettes de nous à l'intérieur, et c'est ça qui est fascinant. C'est vrai que on va évidemment parler de ce chemin et de cette transformation libératrice. Avant ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez, vous nous expliquiez l'importance du corps. On sait aujourd'hui que le corps sait, il y a de plus en plus de thérapies psychocorporelles et je dirais que c'est vraiment tant mieux parce qu'il y a eu alors c'est pas nouveau non plus, mais ça va vraiment en expansion. Et qu'est-ce qui s'engramme dans le corps et en quoi justement le corps a cette connaissance, ce savoir ? Alors, je trouve ça fascinant que en 2023, on ait presque cette révélation que tout se passe dans le corps. Alors, je parle pas du tout de vous, je sais bien que vous le savez depuis fort longtemps, mais en fait, c'est quelque chose qu'on sait depuis toujours, en réalité. Sauf que pendant peut-être un siècle, on l'a complètement oublié, puisque quand on a traversé toute cette ère vraiment cartésienne, où la logique, l'intelligence plus cognitive, plus analytique était au premier plan, on disait d'ailleurs, on utilise ces expressions complètement incroyables, de dire il faut penser la tête froide, que les émotions allaient brouiller notre raisonnement, et qu'il fallait surtout maîtriser le corps. Il y a eu même toute cette période, même. Enfin, moi, je suis suffisamment grande, je vais le dire comme ça, pour me souvenir de la gym tonique de Véronique et Davina le dimanche matin, où il fallait faire du renforcement musculaire à tout prix pour maîtriser son corps, comme si notre corps était un outil à notre service, alors que c'est l'inverse. Nous ne sommes que corps. Et donc, on revient à cette sagesse évidente. Et vous disiez, bien sûr, les thérapies psychocorporelles, mais aussi tous les travaux des neurobiologistes modernes qui viennent attester, parce qu'aujourd'hui on a besoin de la science pour valider, parce que sinon on a peur de penser quelquefois, mais ce qui est dommage souvent, mais bon, en tout cas c'est comme ça. En tout cas, et les travaux en particulier de cette neurobiologiste géniale, je ne sais pas si vous l'avez invitée, de Lucie Vincent, qui a écrit ce livre formidable qui s'appelle Tout se joue avec le corps. Ouh là là, c'est pas ça le titre, mais enfin c'est l'idée. Et qui montre que de toute façon, rien ne se produit sans le corps. L'intelligence, c'est quoi ? Ce sont des neurones qui s'assemblent, c'est de la chimie, c'est de l'électricité, c'est des transmissions, c'est le corps. Le cœur, donc les émotions, ça se passe également dans le cerveau, dans une autre zone qui est hyper connectée et en permanence connectée avec toute la partie plus cognitive, plus intellectuelle de notre cerveau. Et ce ne sont que des échanges chimiques et c'est du corps. Ce sont des sensations, c'est tout ce qui se joue aussi au niveau du système nerveux. Donc tout est corps. Je vous parle, c'est du corps. Je réfléchis, c'est du corps. Je ressens, c'est du corps. J'ai peur, c'est du corps. Je suis heureuse, c'est du corps. J'aime, c'est du corps. Tout est corps. Nous ne sommes que corps et âme, rien d'autre. Et si on n'accepte pas résolument de nous réconcilier profondément avec tout notre corps qui est notre véhicule terrestre, pour employer des grands mots, mais on n'a que ça dans la vie. On a notre corps dans lequel tout se joue. Et la capacité à être dans l'introception, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, ne serait-ce qu'un instant, pour pouvoir se poser ces questions essentielles qui sont, tiens, qu'est-ce que je ressens là à l'intérieur de moi ? Quelle est ma météo intérieure ? Comme vous savez, la météo est le site le plus consulté sur Internet. Mais notre météo intérieure, c'est notre vie de tous les jours, de toutes les minutes, de toutes les secondes. Quel est le temps qu'il fait à l'intérieur de moi ? Est-ce que je me sens
triste, heureux? Quelle est la pensée qui vient de me traverser et qui tout d'un coup m'a bouleversée? Quelle est la pensée qui m'a traversée et qui m'a mise en joie? Quelle est la pensée qui m'a traversée et qui est l'ébauche d'un nouveau projet, d'une nouvelle création? Peu importe. Mais il s'agit pas d'être dans l'introspection constante, parce que à ce moment-là, on serait dans un monastère au fin fond du Tibet et ça serait une autre vie. C'est autre chose. Mais de pouvoir faire ces allers-retours, être dans cette perméabilité, dans cette porosité entre ce que je vis à l'extérieur, ce que je ressens à l'intérieur, ce que je vis à l'intérieur, ce que je ressens à l'extérieur. Et je crois que c'est que dans cette alchimie subtile, dans cette alchimie incroyable d'ailleurs, que peuvent émerger tout ce qu'on est et tous les besoins qui sont les nôtres. D'ailleurs, vous parliez de Véronique et Davina, elle est devenue, je crois, nonne bouddhiste. Oui, c'est vrai, mais c'est incroyable ce que vous dites. Ah, mais oui, elle est, enfin, une des deux, je crois que c'est Véronique ou Davina. En bref, j'en sais plus. Je crois que c'est Davina, oui, c'est Davina, voilà, qui est devenue moine bouddhiste comme quoi, hein, vous voyez, ou la gym tonique, là, mais c'est génial. Mais bravo, merci, j'avais jamais fait le lien. Non, c'était juste pour accrocher au corps, puisque effectivement, elle est partie dans une autre dimension, on va dire. Alors, pour vraiment emprunter ce chemin, ce que vous nous proposez dans votre livre, c'est vraiment de tisser 4 fils avec un acronyme qui est CAP, avec ces 4 mots très forts, consoler, abandonner, pardonner, espérer. Vous avez déjà un petit peu parlé de la consolation à travers le nourrisson tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. Vous parlez de rassembler aussi les morceaux de son âme, de son corps. Consoler, c'est quoi en fait ? On en a parlé aussi longuement évidemment avec Christophe André et son livre sur la consolation, avec Anne-Dauphine Julien aussi dans un autre registre. C'est vrai que c'est un mot en ce moment qui revient et je trouve que c'est chouette parce que on a ce besoin profond de consolation en tant qu'humain. Oui, alors c'est vrai que cet acronyme de CAP, consoler, abandonner, pardonner, espérer, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu au fil de mon écriture, au fil du livre. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, je suis partie sur ces 4 piliers, donc ces 4 verbes que vous énoncez, et c'est en l'écrivant que j'ai constaté avec tendresse finalement que ça faisait cap. Et j'aime bien cette idée de cap parce que, un peu comme la cape de Batman, alors évidemment on a l'impression qu'on part vraiment dans notre univers, mais j'aime bien ces passerelles, la cape de Batman, où dans le fond, avec une cape, on peut se protéger, se mettre à l'abri, et on va arriver sur la consolation et se sentir plus fort parce que on est à l'abri. Mais en même temps, quand on ouvre notre cape, eh bien, on se relie avec toute notre force et notre puissance et on peut aller affronter le monde et ses enjeux, ses défis, voire ses obstacles. Et c'est vrai que ce cheminement, parce que la guérison émotionnelle, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas abracadabra et la guérison émotionnelle arrivera. C'est vraiment un cheminement qu'il faut entreprendre pour soi et il faut passer par des étapes et les intégrer au fur et à mesure, les vivre, les ressentir, les expérimenter. Hein. Vous le disiez, c'est pour ça que j'ai parsemé mon livre de QR code comme pour vivre des expériences, mais c'était en fait vraiment comme je le fais en thérapie. En thérapie, je fais ça. C'est-à-dire quand je suis avec un patient, tout d'un coup, je lui montre une image, ou je lui fais écouter une chanson, ou on regarde une vidéo ensemble, pour incarner les choses, que ça reste pas uniquement ni intellectuel, ni que dans le corps d'ailleurs, ni que dans les émotions, mais pour faire un tout. Et donc c'est vrai que le premier verbe de cette cape, donc qui est consoler, c'est, je crois que rien n'est possible sans qu'il y ait eu consolation. Rien n'est possible. Il faut d'abord pouvoir avoir été ou être ou se sentir profondément consolé. Je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de cette consolation finalement qui parle de la capacité à se ressentir entier. Quelquefois, quand on souffre, quand la vie nous malmène, quand on traverse des périodes douloureuses, on s'effrite. On a la sensation de se disperser en 1000 morceaux, de perdre des bouts de nous-mêmes. Enfin, tout ça, ce sont des images, bien évidemment. Mais il me semble quand même que c'est assez proche d'un ressenti. C'est
ce besoin de se rassembler, de sentir qu'on est entier, qu'on est vivant, et, et, et une fois encore que on fait partie d'un tout, et la consolation, c'est très lié, je crois, enfin pour moi en tout cas, avec la tendresse, avec la douceur, avec le lien, être en lien, être en lien les uns avec les autres. Parce que souvent, quand on va mal, on se sent tellement seul. Et quelquefois, en plus, on est seul pour des tas de raisons. Euh, mais, on se sent profondément seul. Et le lien, là encore, énormément de travaux récents ont montré à quel point le lien était vital, et y compris pour notre santé physique, hein, et pour notre longévité. Mais le lien, on peut le créer de beaucoup de façons. On peut le recréer avec, évidemment, avec les personnes qui nous entourent, si on a la chance d'en avoir, mais aussi on peut le recréer. C'est ce que je propose dans mon livre, des façons de faire pour ressentir l'amour qui nous lie les uns aux autres. C'est ça qui va faire sens. Par exemple, une photo d'un aïeul, même si on l'a pas connu, eh bien, on peut ressentir toute cette chaîne de liens, d'amour qui a existé entre ce grand-père, cette grand-mère, peu importe qui, et nous, et se sentir appartenir. Je crois que la notion d'appartenance est très importante pour la consolation. Et bien sûr, et peut-être que vous souhaitez qu'on l'évoque plus en détail, le toucher, qui est quand même un sens parmi les plus forts de nos 5 sens. Parce que ce besoin qu'on a d'être touché par l'autre, mais aussi, pourquoi pas par soi-même, dans une idée aussi d'autoconsolation. Oui, parce que le toucher, le sens du toucher, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on le dit de façon imagée, on dit cette personne m'a touché, cette phrase m'a touché, ce paysage m'a touché, cette œuvre d'art m'a touché. Donc on parle bien de toucher, donc quelque chose qui se joue dans le sensible de nous-mêmes. Et le toucher est le seul de nos 5 sens qui est un sens obligatoirement réciproque. Si je touche quelqu'un, si je mets ma main sur l'épaule de quelqu'un, la personne est touchée, bien évidemment, mais ma paume de main est touchée. Donc c'est un sens obligatoirement réciproque. Et c'est un sens donc qui est très fort, d'autant plus que la peau, ce sont les premières cellules qui se développent in utero, donc dans le ventre de nos mères, au même moment que les cellules du cerveau. C'est-à-dire au départ, il y a les cellules du cerveau et les cellules de la peau. Et puis après, avec le jeu des divisions cellulaires, chaque partie de nos corps va prendre sa place, et la peau, bien sûr, et le cerveau poursuivront des trajectoires de développement différents. Mais au départ, ce sont les mêmes cellules. Et je trouve que c'est important de s'en souvenir, parce que finalement, quand je te touche, je touche profondément ce que tu es en toi, au creux de tes cellules, de ton être, de ton cerveau, où, une fois encore, se joue tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, puisque ces parties plus intellectuelles et plus émotionnelles sont de toute façon totalement imbriquées. D'ailleurs, vous racontez dans le livre que vous avez vécu une expérience vous-même très forte avec Amma, qui est cette mystique bien connue en fait pour les câlins qu'elle fait, et que en fait c'est très court, mais que ça vous a profondément touché justement. Ah oui, mais vraiment je le croyais pas. C'était vraiment incroyable. Donc effectivement, Amma qui en fait fait des hugs, comme on le dirait en anglais, hein, c'est-à-dire qui prend dans ses bras toute la journée des milliers de personnes. Mais et elle prend quelqu'un dans ses bras, mais en tout cas, ce que j'en ai vu et ce que j'en ai ressenti, c'est que tout d'un coup, donc vous êtes dans il y a énormément de monde qui attend, parce qu'il y a des heures et des heures d'attente. Vous l'avez fait, de vous ? Non, je l'ai pas fait. Non, je l'ai jamais fait. Mais vraiment, il faut faire un truc comme ça, parce que je sais pas comment dire, ça vient de nulle part, ce qu'on ressent. Et tout d'un coup, cette femme vous prend dans ses bras avec une espèce d'amour qui se dégage précisément de tous ses pores. Vous voyez, on y revient. C'est comme si en fait on était tout d'un coup dans un bain d'amour inconditionnel,
comme on n'en a plus le souvenir conscient, peut-être comme on l'a ressenti quand on était dans un fœtus, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, en termes de sensations, tout d'un coup, vous êtes perforé de tous vos pores, d'un amour inconditionnel qui, en tout cas moi, et j'en ai discuté avec beaucoup de personnes bien sûr, mais en tout cas moi, m'a donné une espèce de sensation de... Je suis un peu embêtée d'employer ce mot, mais c'est celui qui me vient, mais d'éblouissement intérieur, mais d'éblouissement en termes de lumière, de chaleur, d'amour, d'un truc dingue, mais un truc dingue. Et d'en parler, rien que d'en parler, je peux me connecter l'espace d'une milliseconde à ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un truc dingue. D'ailleurs, elle m'a donné un bonbon. Elle donne un bonbon à tout le monde. Hein, j'étais pas du tout privilégiée. Et ben, ce bonbon, je le trimballe de sac en sac depuis quelques années maintenant, comme s'il renforçait, il contenait toute la force de cet amour que Amma m'a donné. Oui, d'ailleurs, vous parlez des gris-gris magiques, notamment aussi de votre mari, qui a un galet, je crois, un galet porte-bonheur, c'est ça ? Alors, c'est pas tout à fait des gris-gris magiques. C'est que, en fait, oui, mon mari, il a un galet dans sa poche. Mais qu'on pourrait voir comme un gris-gris magique, on va dire. Oui, on pourrait le voir, mais c'est vraiment c'est pas du tout la même intention. C'est-à-dire que, en fait, on a tous cette espèce cette possibilité qui est très forte d'ancrer au fond de nous, au fond de notre corps, une émotion intense qu'on a pu ressentir dans un certain moment. Par exemple, le galet d'Alain, eh bien, c'est un galet qu'il a ramassé dans une situation particulière où on était tous avec nos enfants. Donc, c'était un moment d'amour très important pour lui, familial. On était bon. Et il a ramassé ce galet avec avec une espèce de gratitude importante pour ce fait-là, qu'on était tous ensemble et qu'on avait beaucoup de chance avec qu'on avait beaucoup de chance, peu importe, et que c'était formidable d'être là. Et donc, quand il a ramassé ce galet, il a mis vraiment cette intention d'amour, il l'a mis dans sa poche. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça, je le fais beaucoup faire à mes patients, et aux enfants d'ailleurs aussi, et en mettant une intention. Et du coup, chaque fois qu'il touche ce galet, ses cellules se resynchronise avec ce qu'il a ressenti le jour où il l'a mis dans sa poche. C'est là où ça fait un effet magique, mais c'est pas magique, c'est complètement neurobiologique. C'est-à-dire que si on a une intention forte au moment où par exemple, on ramasse un galet et que on le fait avec tout son corps, eh bien, au moment où on retouchera cet objet, toutes les sensations reviendront. Et d'ailleurs, ça a été hyper montré dans tous les travaux de psychologie des ressources. Vous savez, ces fameux trucs où on dit que il est important tous les soirs de revisiter sa journée et de se remémorer. Les fameux kiffs aussi de Florence Servan-Schreiber. Oui, mais elle les a appelés la psychologie positive. Voilà, elle les a appelés kiffs, mais c'est les trois événements de la journée qu'on se remémore et qu'on se remémore avec tous nos sens. Parce qu'en revisitant ça, on se lance cette fameuse dose de ces hormones bienfaisantes, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et en fait, ça nous fait du bien au corps, au cœur, émotionnellement, et ça nous rebooste. Donc, c'est ça le principe. Oui, là, on est vraiment loin de la superstition, justement, à l'inverse du gris-gris magique qui serait de la superstition, mais au contraire, de vraiment pouvoir se replonger dans quelque chose qui fait sens, en fait. C'est surtout ça qui est important. Et vous rêvez aussi Est-ce que vous rêvez de réinventer le berceau de l'apaisement comme ça du nourrisson ? Vous en parlez aussi. Ça me rappelle un ami psychiatre qui me partageait de manière intime il y a peu, qu'il chantait, il était arrivé il y a peu de temps de chanter une berceuse comme ça à une patiente, et que ça avait vraiment consolé, que ça l'avait apaisée, que ces berceuses qu'elle n'avait pas eues en fait quand elle était enfant, le fait de pouvoir se relier à ça l'avait vraiment complètement renouée à elle-même d'une certaine manière, en tout cas à elle-même nourrisson peut-être. Alors, je veux bien les coordonnées de votre ami psychiatre parce que j'adorerais en discuter avec lui. Il est en Suisse, je vous les donnerai. Avec grand plaisir. Oui. Non, parce que moi je trouve ça formidable les intuitions cliniques quand elles sont partagées, et je suis bien persuadée qu'on est beaucoup à partager ces intuitions cliniques, et à un moment il faut le dire, il faut en parler. Je crois qu'il y a un moment il faut plus
uniquement se retrancher derrière la science, les études, la bien-pensance, et qu'il faut qu'on parle. Et ce livre aussi parle de ça, de ce qu'on ressent nous, ceux qui sommes au plus près de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui souffrent, qui ont ce cœur à vif, qui ont ce cœur écorché. Et donc, vraiment, je trouve ça formidable, parce que c'est exactement l'idée. C'est-à-dire que moi, je me suis souvent rendu compte que les patients, même quand ils racontent des choses lourdes, ils ont un très faible bercement. Et puis, je me suis rendu compte aussi, parce que j'ai osé le faire, et c'est la première fois que j'en parle dans ce livre, parce que j'osais jamais le dire, que ça m'est arrivé de prendre pour un instant mes patients dans mes bras, mais dans mes bras d'adulte, avec un patient adulte. Je suis pas la maman, je suis pas la sœur, je suis pas l'amoureuse, je suis pas tout ça. Hein, on n'a qu'un mot en français pour parler d'amour, mais l'amour se décline de 1000 façons différentes. Et de prendre un patient dans mes bras et de le bercer doucement. Et de m'en rendre compte, en effet, alors j'ai jamais osé chanter la berceuse, hein, j'avoue, mais j'essaierai. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tout d'un coup, ça calmait, ça apaisait. Un peu, vous savez, comme ces boules de neige qu'on achète dans les magasins de souvenirs. Quand on les remue, des milliards de particules volaient dans tous les sens, et tout est troublé et opaque. Et quand on les pose petit à petit, les particules se déposent sur le fond, sur le socle, et la figurine ou la statuette apparaît de façon claire. Pour moi, le bercement, c'est un peu ça. On est tellement submergé dans nos vies, dans nos douleurs, on en a plein la tête, on a des émotions partout, on n'en peut plus, on est envahi. Et ben, le bercement, c'est comme si ça calmait cette agitation intérieure, ces douleurs entremêlées, et que petit à petit, on se pose. Et alors, j'ai été fascinée, parce que c'est toujours fascinant quand les intuitions comme ça croisent certains travaux. J'ai assisté à une conférence à la Cité des sciences de la Villette à Paris, avec 2 grands scientifiques. Très sincèrement, j'ai pas tout compris, parce que c'était pas du tout dans mon champ en tout cas, mais ils parlaient du lien entre les émotions et le bercement, et tout le système de l'oreille interne. Ah oui. Voilà. Et en fait, ils expliquaient que on pouvait avoir le vertige, c'est-à-dire le vertige au sens du vrai vertige, quand vous avez le vertige en haut d'une falaise, et avoir des nausées quand les émotions étaient trop fortes. Donc, l'inverse, parce que j'ai discuté avec eux sur le chat pendant cette conférence. Rien n'est prouvé, pour être tout à fait transparente, bien évidemment. Mais en tout cas, pour eux, c'était évident que l'inverse ne pouvait qu'être vrai. C'est-à-dire que quand on avait des émotions très envahissantes, ou qu'on était dans une douleur ou dans une tristesse, parce qu'on parle pas assez de la tristesse non plus en psychologie. La tristesse, c'est pas pareil, la tristesse. C'est pas la dépression, la tristesse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, un peu comme un cours d'eau qui vous court entre les veines, un truc qui assombrit un peu votre cœur, votre âme, votre façon d'être et tout ça. Et cette tristesse, ces émotions-là, quand on vous berce, eh ben, c'est comme si tout d'un coup, tout devenait calme. Et ces chercheurs étaient tout à fait d'accord. Bon, j'ai essayé de gratter l'amitié, comme disent les jeunes, pour leur dire, attendez, on va réfléchir, on va chercher, on va faire des recherches, mais bon, je comprends bien qu'ils avaient d'autres préoccupations et d'autres priorités, mais mon rêve, ça serait j'avais branché un jour un bébé ingénieur là-dessus, mais bon, après, il faut des sous, c'est compliqué. Mais de faire un berceau, comme un peu, comme les berceaux pour les enfants, mais qui soit rythmé, donc qui soit programmable, et qui puisse bercer à un certain rythme qu'il faudrait déterminer par rapport, un peu comme la cohérence cardiaque, au rythme cardiaque, par rapport à des tas de paramètres corporels, et qui permettrait d'atteindre cette espèce d'état. Parce que si on berce les enfants, si on leur entonne des berceuses, ça vient de la sagesse, d'une sagesse ancestrale. Ça vient pas comme ça, tiens, hop, on va chanter un petit. Non, c'est bien que c'est pour ça que j'aime la clinique, et que quelquefois les recherches m'énervent. C'est que, en fait, ça vient de l'observation sur des milliers et des milliers et des milliers
Donc, on renforce quelque chose qui fait du bien. Donc, on a renforcé le bercement des bébés, les berceuses, et même les petites ritournelles avec je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qu'on met au-dessus des berceaux, là. Comment ça Ah oui, s'appelle? les mobiles. Voilà, les mobiles. D'ailleurs, je mets un QR code avec cette aire de mobile dans mon livre pour renouer avec ces berceuses de nos enfances, parce que ça crée une espèce de rythme à l'intérieur de notre corps qui synchronise nos cellules. En fait, c'est hyper subtil un corps. C'est vraiment une espèce de chimie incroyable. Donc, dès qu'il y a des déséquilibres, ben, ça va pas. Et dès qu'on arrive à retrouver un équilibre, on s'apaise. D'ailleurs, on voit bien que toute maman, soit qui a porté des enfants, soit toute femme ou même toute personne, je crois, qui s'occupe d'un enfant, quand il va chercher à le consoler, va sautiller. Oui. Va se mettre à le prendre dans les bras et puis faire des mouvements de manière intuitive, y compris, je crois, des hommes ou des personnes qui n'ont pas eu d'enfants, de manière intuitive. En fait, on fait ça, on est programmé pour ça. Oui, effectivement. Oui, et on a oublié tout ça. Et je crois qu'on a besoin d'être bercé, on a besoin d'être consolé, puisque on est toujours dans la consolation, là. On a besoin d'être touché, d'être massé, de renouer avec tout ça. Alors c'est vrai qu'on va aussi, alors on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais on le retrouve bien dans le livre. Vous avez parlé de la tendresse, évidemment. Le rire aussi permet d'avoir une forme de consolation, de me consoler, mais de consoler l'autre aussi à travers. C'est une espèce de thérapie express, vous dites, de libération, une fabrique express d'endorphines. Oui, c'est un shoot. C'est-à-dire que c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça qui va consoler en profondeur. Mais c'est un shoot c'est comme une percée, vous savez, comme dans un ciel sombre. Tout d'un coup, le ciel est noir. L'orage menace, et tout d'un coup, vous avez une percée avec un ray de soleil. Ben, c'est ça le rire. C'est une percée. Et donc une percée, c'est une bouffée effectivement d'endorphine concrètement, mais c'est une bouffée qui pour un instant empêche la noirceur de nous envahir. C'est ça, donc ça c'est vraiment à cultiver peut-être plus régulièrement aussi de rire ou de provoquer le rire ou de se dire, puis de pas se prendre au sérieux, c'est-à-dire de décoller de nos masques et nos personnages. On parlait des masques au début de cet épisode, de prendre aussi cette distance parfois un peu en mode un peu méta comme ça, je vais sortir un peu de mon personnage pour rire. Oui, c'est-à-dire que en fait, alors là, je rentre plus dans les mécanismes psychologiques. Il y a des mécanismes psychologiques qui sont quand même complètement farfelus. C'est-à-dire que plus vous allez mal, moins vous vous donnez le droit d'aller bien. C'est assez particulier, mais c'est vraiment reconnu. Alors là, pour le coup, je n'invente rien du tout. C'est-à-dire que quand on va mal, on a une espèce de tendance complètement automatique de notre cerveau, de nos émotions, de tout ça, à ruminer et à renforcer, à repasser sur les traits douloureux. Et c'est comme si on a besoin, justement, d'être profondément consolé, ou que l'injustice soit lavée, ou que, vous voyez, tous ces trucs-là, pour se donner le droit de nouveau de sourire, de rire et d'apprécier, ne serait-ce que pour un instant, la vie qui est là. Et il me semble que ça, c'est vraiment un entraînement hyper fort pour chacun de nous. Bien sûr que on souffre. Parfois, souvent, trop. Bien sûr qu'on traverse des moments d'une rudesse et d'une douleur extrême, bien sûr. Mais est-ce qu'on pourrait pas, pour un instant, se relier à nos capacités d'émerveillement et capturer, précisément, un ray de soleil, un sourire d'enfant, quelqu'un qui nous tend la main, quelqu'un qui nous dit merci avec gentillesse, un petit rayon de soleil qui nous réchauffe alors qu'on se gèle, enfin peu importe, c'est-à-dire de s'octroyer des espèces de moments comme ça où on laisse une prise au bonheur, même si on va très mal. Ok, on va mal, il faut respecter notre douleur et notre souffrance, il faut s'en occuper, bien sûr, mais autorisons-nous peut-être aussi à se faire des shoots, j'utilisais ce mot, mais à ouvrir nos cœurs à la tendresse, à la douceur, à la consolation, à un moment qui nous fait du bien, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait des bascules.
C'est ça. Je me souviens de Léonard Anthony, qui est thérapeute et qui partageait dans ce podcast, il est expert de la fatigue, en disant mais la souffrance ou la fatigue, c'est la vie. C'est aussi des moments de vie. Donc comment je peux le traverser en fait en voyant et en accueillant aussi ces surgissements à un moment donné. Bien sûr. Alors, on est des passionnés et des bavards toutes les deux. Je vois que l'heure tourne. Avançons sur l'abandon. Parce que c'est vrai que autant la consolation, on a le sentiment, et c'était très beau tout ce qu'on a dit, mais que c'est peut-être plus compris. Alors que s'abandonner comme ça, cette idée d'abandon, de l'abandon à la vie est peut-être plus subtile à comprendre. Oui, et pourtant, ce verbe d'abandon d'abandonner est très fort, parce que c'est vraiment abandonner la lutte, arrêter cette lutte stérile de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de vouloir faire en sorte que la vie, notre vie, les gens autour de nous, les situations, les événements fonctionnent exactement comme on l'a décidé. Parce qu'on épuise une énergie de dingue, mais de dingue, en tension à chercher absolument à tout maîtriser, comme si, une fois encore, on avait peur de faire émerger notre vulnérabilité. Et je crois que abandonner ces luttes, ce sont des luttes stériles, ça sert à rien. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. Bien sûr qu'on peut piloter certaines choses, et heureusement qu'on a ces compétences-là. Mais à force de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, on passe à côté de la vie. En fait, la vie passe, et nous, on passe à côté parce que on n'est pas dans le flot de la vie, on n'est pas dans le flux de la vie. On est dans une tentative de mettre la vie dans un robinet et de faire couler la vie exactement à la pression qui nous convient, à la température qui nous convient, dans la vasque qui nous convient, avec le bon robinet et la bonne couleur de bonde. Non, c'est pas ça la vie. Donc, pour moi, abandonner, c'est vraiment, vous voyez, je lève presque le ton en parlant de ça parce que c'est une des douleurs les plus profondes de cette espèce de crispation qu'on a à vouloir que les choses soient comme on pense qu'il faudrait qu'elles soient. Et le plus souvent, on se plante. Parce que c'est souvent quand les choses sont totalement différentes que les choses vont mieux dans nos vies. Donc, abandonner, c'est une autre façon de parler de ce fameux lâcher-prise qui est insupportable à entendre tellement il a été rebattu 1000 fois dans tous les sens et que ça veut rien dire. Parce que quand vous allez pas bien, il y a toujours une copine sympa qui vous dit « Ah, mais Jeanne, tu sais quoi, tu devrais lâcher prise. » Oui, cool, tchuss, et je fais comment moi? C'est-à-dire que c'est sympa cette histoire, mais justement le lâcher prise, et je fais une petite vidéo dans mon livre que on peut attraper avec un QR code pour montrer que le lâcher prise, c'est pas vouloir absolument retenir ce qui nous paraît important, parce que c'est normal qu'on tienne à ce qui nous est important, mais c'est ouvrir et tourner sa main pour s'ouvrir à d'autres possibilités. Ok, pour être attaché aux choses qui sont importantes pour nous, mais aussi ouvrir sur d'autres possibilités. Sinon, au lieu d'être dans le déploiement de soi, dans l'expansion de soi-même, on est dans la restriction, on se rabougrit. Abandonner, c'est hyper important. Abandonner, ça veut pas dire on abandonne tout et on laisse tout faire et on s'en fiche. Non, pas du tout. Abandonner, c'est au contraire avoir cette intelligence du cœur de poursuivre nos projets et respecter nos besoins profonds tout en comprenant, reconnaissant que de lutter en permanence pour essayer de retenir, de maintenir, de contenir des choses qui nous échappent est complètement vain et nous épuise chaque jour un peu plus. D'ailleurs, dans cette idée, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est votre idée aussi, et j'avais retrouvé ça chez l'énergéticienne thérapeute américaine Barbara Ann Brennan, qui est vraiment cette idée de plonger. Vous parlez peut-être même de se laisser parfois submerger par le chagrin pour libérer toutes ces émotions qui sont stockées. Est-ce que c'est comme une forme de décharge émotionnelle? Mais je me suis posé la question aussi parfois si ça peut être trop important. C'est vrai que dans les courants de la végétothérapie, par exemple, dans certains courants des thérapies psychocorporelles, on va vers cette décharge émotionnelle, mais plus douce, peut-être moins brutale que ces flots comme ça de chagrin qui peuvent parfois nous plonger dans une forme de désarroi ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis.
Alors, moi, mon Vous image... voyez où je veux en venir ou c'est pas clair ma question? Je crois. Moi, mon image, j'utiliserai plutôt, et je l'utilise très souvent avec mes patients aussi. D'ailleurs, j'ai une photo d'une artiste suisse au bord du lac de Genève, de cette artiste, dans mon bureau, sur laquelle je m'appuie souvent. Ce qui est l'image d'un enfant, enfin là, sur la photo, c'est un adulte, mais bref, je reviens à mon image, d'un enfant au bord d'une piscine. Vous savez, un enfant jeune, qui maîtrise pas encore complètement bien la nage, justement, et qui tourne autour d'une piscine, qui se bouge le nez, qui avance comme ça. On voit bien cet enfant tout crispé, vous voyez tout son visage comme ça, il a peur, il a les épaules remontées, enfin là on se voit pas, mais si vous me voyez, je suis en train de le faire en même temps. Il a les épaules remontées, il tourne, tout le monde lui dit mais vas-y, t'inquiète pas, vas-y, saute, etc. Mais il a peur, il a peur. Et puis, pour des tas de raisons, finalement, cet enfant finit par sauter. Et qu'est-ce qui se passe quand vous sautez dans une piscine? Dans un premier temps, vous êtes immergé, effectivement, c'est-à-dire que vous coulez. Et puis, comme on le sait, le corps remonte à la surface. Et puis, soudain, vous pouvez enfin, quand vous êtes un enfant, enfin, je suis toujours avec mon image, ressentir la possibilité de pouvoir nager, de vous faire porter par l'eau et d'être dans un espace qui est plus vaste que vous. Et pour moi, c'est plus ça l'idée. C'est-à-dire que par moment, je crois que c'est Amel Bent qui chante laisse aller ton chagrin, laisse couler tes larmes, laisse aller ton chagrin. La vie, ça fait du bien, un truc comme ça. Mais peu importe, l'idée, c'est vraiment ça. Je crois d'ailleurs que j'ai démarré mon chapitre comme ça. Je me souviens plus. Mais c'est cette idée que, en fait, la vie est plus large que notre chagrin. Et que de confier notre chagrin à la vie, c'est aussi cette possibilité comment je pourrais dire? Parce que je comprends très bien l'idée que vous... Et c'est très, très intéressant et important, mais c'est pas de se noyer, c'est de se rendre compte qu'en fait, on flotte. Et que la vie est toujours plus forte que nous. Quelquefois, quand on va très mal, on a l'impression, une fois encore, qu'on est tout seul et qu'il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose par rapport à notre chagrin, que personne ne pourra jamais nous aider, que rien ne pourra se passer. Effectivement, de faire de la sylvothérapie, d'enlacer un arbre ou se mettre à crier très fort dans la nature et tout ça, c'est bien. Mais moi, je parle même pas d'expression aussi forte que ça. Je parle plus de se laisser tomber à l'intérieur de soi dans cette espèce de chagrin qui est un peu qui, si on se laisse aller dans ce chagrin, va aussi nous laver comme une espèce d'immense douche intérieure qui nous nettoie de tous nos miasmes, de tous nos résidus, de tous les trucs accrochés depuis si longtemps. Parce que plutôt que de faire des petits îlots partout, c'est-à-dire de fou, comme quand on dit de lâcher les vannes en fait, un peu. Pour nettoyer. Mais bon, ce sont des images, tout ça, hein. C'est pas très argumenté psychologiquement, ce que je dis, hein. Mais en tout cas, l'expérience clinique que j'ai eue, moi, m'a montré que, en fait, quelquefois, il faut au contraire aller jusqu'au bout. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre, dans ce chapitre-là, je mets aussi des QR codes pour des chansons tristes, parce que je pense qu'il y a des moments où on a besoin de pleurer, on a besoin de se laisser aller, parce que sinon on est encore une fois dans la restriction. On se bloque, on veut pas se laisser aller, comme si notre chagrin allait nous emporter. Mais le chagrin, ça nous emporte jamais. Le chagrin, c'est un peu comme, je vais tenter une autre image, c'est un peu comme une vague dans le surf. Si vous vous appuyez sur la force de la vague, aussi grosse la vague soit-elle, elle vous emmène toujours sur une plage plus loin. Elle vous noie jamais, la vague. C'est un peu cette idée-là. Parfois, la vague, elle peut nous noyer quand même. Mais, elle nous noie quand on lutte. Mais en première intention. Oui, c'est ça. Elle nous noie quand on lutte. Elle nous noie quand on essaye de la maîtriser. Elle ne nous noie pas si on s'appuie sur sa force. C'est le principe du surf. C'est un peu comme aussi le tourbillon. C'est-à-dire que si on lutte contre un tourbillon, on ne va pas s'en sortir. Alors que si on se laisse aspirer, il y a un moment donné, on peut toucher le fond et puis paf, donner une impulsion et rebondir quelque part. Absolument. C'est comme les sables mouvants. Oui. Les sables mouvants, plus vous vous agitez, plus vous vous enfoncez. Plus vous acceptez que pour un instant, vous allez vous enfoncer, plus vous avez de possibilités de pouvoir retrouver votre équilibre et de pouvoir remonter.
Alors voilà, ce qui n'est pas forcément naturel comme premier réflexe. Donc là, c'est vraiment intéressant de conscientiser cette notion vraiment d'abandonner pour aller plonger à l'intérieur de ce qui se passe. D'ailleurs, vous parlez des Japonais, je ne connaissais pas ce terme, qui ont ce terme de Natsukachi, c'est ça ? Oui. Qui est cette espèce aussi de nostalgie heureuse. On peut retrouver quand vous parliez des chansons, quand on parle de la consolation aussi. Parfois, on a ce vague à l'âme, cette tristesse, ce chagrin, et puis et cette musique va aller accompagner cette espèce de nostalgie. Il y a un peu de bonheur finalement là-dedans, sans être maso évidemment, hein, mais il y a quelque chose qui va bien malgré tout. Oui, parce que ça fait aussi partie de nous. Une fois encore, vous voyez, on arrive dans cette notion d'abandonner, où je crois on est toujours, malgré nos bavardages. Oui, on est en train d'exploser notre temps là. Mais quelquefois, justement, on n'ose pas se laisser aller à ça parce que on a cette sensation que on va se noyer une fois encore. Donc, on tente de maîtriser, on tente de se rigidifier et de pouvoir se laisser aller à ces moments de nostalgie douce, parce qu'il ne s'agit pas de se faire du mal, il ne s'agit pas d'être maso, hein, on est bien d'accord. Mais il s'agit d'aller se faire caresser par cette nostalgie, comme si cette nostalgie nous enveloppait justement de sa cape, de sa douceur, en disant on a le droit d'être malheureux, on a le droit par moment d'en pouvoir plus, on a le droit, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de l'être humain. On a le droit, ça fait, comme vous me disiez par rapport du thérapeute que vous avez interviewé, on a le droit la souffrance, c'est de la vie, c'est de la vie qui est en nous. On a le droit, et il faut respecter notre souffrance. C'est hyper important. Alors, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, et une manière aussi de s'en occuper, c'est de pardonner. Venons-en au pardon, votre troisième. Et je vous pardonnerai d'avoir laissé votre téléphone allumé que j'entendais en fond. Mais pourtant, je me suis éloignée du coup parce que j'avais honte. On va faire l'autothérapie. Mais je l'ai assumé, vous avez vu, j'ai rien dit. Et vous très aussi, bien, impeccable. Vraiment, on a été bien. Voilà, c'est ça, on a été bien. Alors, ça m'a permis de faire cette transition. Alors, le pardon, vous dites, ne peut être incarné que dans l'humilité, la profonde et délicate humilité. C'est vrai que le pardon, c'est un sujet qui est aussi assez complexe, parce que souvent, on arrive à pardonner que ce qu'on considère qui est pardonnable. Et donc, c'est là où sont les limites du pardon, c'est que si on pardonne que ce qu'on considère comme étant pardonnable, l'effet du pardon n'est plus véritable. Enfin, c'est déjà bien, mais je dirais qu'on ne va pas forcément au bout de la démarche. Mais alors, au risque d'apporter une légère contradiction à ce que vous me dites... Non, mais c'est le sentiment qu'on peut avoir. Oui, mais non, mais juste pour aller jusqu'au bout de ce qui m'est traversé à l'esprit quand vous m'avez posé cette question de cette façon-là, parce que c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que moi, chaque fois, ça me fait réfléchir parce que votre sensibilité à vous fait passer par d'autres biais et par une autre façon de formuler des questions. Donc, c'est hyper intéressant pour moi aussi. Et je crois que rien n'est pardonnable. Tout est impardonnable. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que peu importe que ça soit pardonnable ou pas pardonnable, à partir du moment où on a vécu quelque chose qui nous a blessés et qu'on considère comme impardonnable, c'est impardonnable. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pardonner. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Absolument, oui. Hein, on est d'accord ? Voilà. Et donc, merci parce que ça m'a fait faire ce petit chemin, mais je crois que, justement, il ne faut pas se dire on va trier... ça c'est pardonnable, ça c'est impardonnable. Quand vous avez perdu un enfant qui a été arraché à la vie pour telle raison, quand vous avez vécu un drame qui a tué des milliers de gens, quand vous avez vous-même été violé, séquestré, maltraité, peu importe, quand vous avez été l'objet d'une injustice qui a mis votre vie en... Enfin, tout ça est impardonnable. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais tout l'enjeu du pardon, parce que dès qu'on parle du pardon, c'est un grand mot, hein, pardonner, c'est waouh, c'est pas rien, pardonner. C'est simplement de comprendre c'est simplement, non, pardon pour le simplement, parce que c'est hyper difficile, mais tout l'enjeu, en tout cas, toute l'intention, est de comprendre la mécanique du pardon. Et la mécanique du pardon, c'est un piège. C'est-à-dire que celui qui est piégé, c'est celui qui ne pardonne pas. Parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on est relié on continue à être relié, à être
accroché à être dépendant de la personne ou de la situation ou de l'événement qui nous a fait souffrir. On continue à souffrir et encore et encore et encore et encore et encore. Tant qu'on n'a pas pu se libérer de ce lien de souffrance, donc tant qu'on n'a pas pu accéder à cette forme de pardon, on est foutu. On est foutu, c'est comme un pêcheur avec sa ligne qui est en train de pêcher des poissons. Quand le poisson s'accroche à l'hameçon, eh bien plus il tire, plus il souffre, parce que plus il s'arrache, je ne sais pas très bien quoi, d'ailleurs, ça me dégoûte un peu de rien d'en parler, mais bon, plus il se fait mal, on va dire. Et donc, quand on pardonne pas, eh ben, plus on est dans cette rancœur, et même dans ce besoin de vengeance qui peut exister, et qui est légitime, hein. Une fois encore, c'est légitime. Eh ben, plus on reste là-dedans, plus on tire sur notre hameçon, et plus on souffre. Notre seule possibilité, c'est de se libérer de ça. C'est de pouvoir dire, OK, ce que tu as fait, ce qui s'est passé est inacceptable, irrecevable, impardonnable. Mais moi, en tant qu'être humain sur cette terre et dans cette vie, je décide que ça s'est passé, que je ne peux rien y faire, que je ne considérerai jamais que c'est OK. Mais puisque je ne peux plus rien y faire aujourd'hui, je décide de vivre ma vie en étant libre, de ne pas souffrir encore et encore et toute ma vie de ce qui s'est passé. Parfois, quand on voudrait pouvoir pardonner, parce qu'on a conscience de ce que vous expliquez, et on sent bien qu'à l'intérieur du corps, justement, il y a quelque chose qui n'arrive pas, malgré la volonté de... Parce que justement, c'est pas une question de volonté. Précisément. Et donc, merci de le dire comme ça. C'est pas une question de volonté. Avec la volonté, on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à pardonner. La volonté, ça va donner un pardon intellectuel. Je vais dire, bon, j'ai pardonné, ou je te pardonne. C'est-à-dire que c'est une décision. Le pardon, c'est juste, ça ne peut être que un petit déclic qui ouvre notre cœur et qui, là encore, qui fait re-entrer de la lumière. C'est pour ça que j'ai utilisé, parce que moi, ça m'a énormément parlé, en tout cas, le titre du livre de Antoine Léris, dont la femme a été tuée avec leur petit enfant dans l'acte terroriste du Bataclan à Paris. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. C'est exactement ça, le pardon. OK, vous avez tué ma femme et mon enfant. Non, d'ailleurs, l'enfant est pas mort, je crois. Vous avez tué ma femme et c'est inadmissible et tout ce qu'on veut. Mais je vais pas en plus vous faire le cadeau de vous haïr, c'est-à-dire d'éprouver des émotions à votre égard. Vous n'en valez pas la peine. Je vais donner à mon fils la possibilité de vivre une vie qu'il mérite et d'être heureux. Mais ça ne veut pas dire que je ne ferai pas tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire arrêter, pour que vous soyez condamné, que des actes comme celui-là ne puissent plus se reproduire ou le moins possible. C'est-à-dire que je ne combattrai pas l'acte, mais sur un plan émotionnel, je refuse que vous envahissiez mon univers intérieur, parce que vous n'en valez pas la peine, justement. Vous ne valez pas la peine que je me bousille la vie face aux ordures que vous êtes. Je parle toujours du Bataclan. C'est ça le pardon. Et c'est ça le pardon véritable. Et c'est ça qui est à la fois épouvantablement difficile à toucher du cœur, et peut-être, et c'est ce que j'essaye de montrer dans les pages de ce chapitre de mon livre Pardonner, et peut-être plus simple que ce qu'on s'en représente. Peut-être. Justement, quand on reconnaît et qu'on aime cette profonde humilité qui fait que nous sommes juste humains, nous, et qu'on fait tous, dans le fond, chacun ce qu'on peut avec ce qu'on est. Et enfin, je raconte, comme vous l'avez peut-être lu dans mon livre aussi, cet épisode absolument atroce de ma vie quand je me suis fait violer à 20 ans, avec un flingue sur la tempe. Je pardonnerai jamais à ce mec de m'avoir violée. Enfin, je veux dire, je sais pas s'il a été arrêté ou pas, parce que bon, c'est une histoire compliquée et c'est pas du tout le propos de ce moment passé ensemble, mais
comment je peux dire? C'est-à-dire que j'ai pu avoir cette, pas tout de suite, hein, mais j'ai pu avoir cette espèce d'ouverture à l'intérieur de moi qui m'a permis de considérer que non seulement ce mec était un salaud, pardon pour l'expression, mais que j'allais pas, en plus toute ma vie, être punie par ce mec et que j'avais besoin d'aimer, d'être aimée, de vivre une vie d'amoureuse, de maman, de couple, d'amant, de tout ce que vous voulez, et que non, ce mec n'allait pas détruire ma vie, non. Déjà, il m'avait violée, c'était déjà largement suffisant. Vous pensez que vous lui devez d'ailleurs votre vocation peut-être de psy ? J'étais déjà en psycho. Donc je crois pas. Oui, non. à 20 ans, vous étiez déjà étudiante. Oui, j'étais déjà étudiante à 20 ans. Ouais. Ça a nourri justement cette dernière lettre qui est l'espoir alors ou l'espérance ou les deux pour vous ? Alors pour moi, espérer et l'espérance, comme je le décline, est vraiment, pour moi c'est vraiment ça la vie dans le fond. Pour moi la vie, si je devais résumer mon livre, c'est juste ça. C'est que la vie, c'est la capacité à s'émerveiller et à se reconnecter avec son âme d'enfant. Je pense que quand on a ça, on peut traverser la vie, quelle qu'elle soit. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des difficultés, mais ça veut dire que si on a cette capacité d'émerveillement, si on a cette capacité de sauter dans les flaques d'eau, si on a cette capacité de regarder passer un oiseau et de se dire « Waouh, cette trajectoire dans le ciel, mais comment il fait pour voler droit ?» Si on n'a pas cette capacité à rire, à éprouver des bouffées d'amour pour une situation, pour quelqu'un, pour un événement, vraiment cet émerveillement, cette espérance, je crois que on est condamné sans espérance à tourner sur nous-mêmes et à faire des ronds dans l'eau plutôt que de sauter dans les flaques d'eau. Donc vraiment l'espérance c'est le mouvement vital en fait. L'espérance pour moi c'est un élan, c'est 1, 2, 3, je décolle, je sors de ma noirceur, je vais voir ailleurs. Chez vous, il est lié à une croyance au divin, en tout cas une forme de spiritualité. Oui, et ça c'est vrai que c'est la première fois que j'en parle. Je m'étais jamais autorisée à en parler, et parce que dans mon milieu de psychologue diplômé d'État, ça se fait pas. Mais oui, bien sûr, je suis absolument non seulement convaincue, mais je vis ma vie de femme, de professionnelle, d'épouse, de maman, enfin de tout ce que vous voulez, ma vie, en ayant cette conviction intime que la vie est plus grande que nous, que le divin nous enveloppe en permanence. Je ne peux pas mettre de mots divins, je ne peux pas dire que je crois... je n'ai pas de croyance spécifique, je n'appartiens pas ou je ne crois pas à un Dieu spécifique, à une religion spécifique, à un courant spécifique, spirituel spécifique, pardon. Mais je suis absolument, mais je l'ai vu 1000 fois dans la vie, même dans la vie, je parle de ma vie professionnelle. Il y a des choses qui se passent dans la vie qui ne dépendent que de circonstances. Alors, on peut parler de synchronicité. Carl Jung parlait de synchronicité, bien sûr, et d'ailleurs, il parlait de divin, lui aussi. Ça a été quand même le premier psy officiel à parler de divin. Bon, il a eu beaucoup d'emmerdements, d'ailleurs, à cause de ça, mais vraiment, cette notion de divin... c'est-à-dire de transcendance, de plus grand que nous. C'est ça, le divin. C'est quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui à la fois nous habite et qu'on peut toucher du doigt, qui est à la fois à l'intérieur, à l'extérieur, et qui appartient à tout le monde. Et je dis souvent, vous voyez, je discutais avec ma petite fille, mon âge me le permettant, je discutais avec ma petite fille il y a quelques jours, ici dans les Pyrénées, et on parlait ah oui, sa maman lui manquait. Ce qui, pour une petite fille, est tout à fait habituel. Et je lui dis, mais tu sais, tu peux sentir l'amour. Elle me dit, mais comment je peux sentir l'amour ? Je lui dis, mais tu sais, l'amour, ça existe même si on le voit pas, même si ta maman n'est pas là. Et je lui ai expliqué, par exemple, les ondes. Par exemple, on est en train de parler, je suis dans les Pyrénées, vous êtes en Suisse. Ça passe par où ? Par des choses totalement invisibles à l'œil nu.
On est bien d'accord. Les ondes radio, il y a rien, il y a pas un bruit. Si je branche ma radio, je vais attraper des ondes. Il y a pas un bruit. Bon, il y a eu mon téléphone qui a sonné, Anne, d'accord. Mais il y a pas un bruit. Si je mets ma télé, tout d'un coup, il y a une image qui va surgir. Mais d'où ça sort l'image? Enfin, mais d'où ça sort à part de choses invisibles? Donc j'expliquais à Rose, c'est le nom de ma petite fille, que l'amour, c'était comme des espèces de petites particules invisibles. Alors c'est difficile d'expliquer à un petit enfant, mais qui nous reliaient tous les uns aux autres. Et c'est ça pour moi le divin. C'est tout ce qui nous entoure, qui est en permanence là. Et c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que on a l'impression qu'on est seul qu'on est seul. C'est pas parce qu'on a l'impression que l'amour est parti qu'il est parti. C'est pour ça que je crois qu'il faut se relier. Et d'ailleurs, l'étymologie de religion, c'est religuer, c'est la reliance, c'est être relié. Donc quand on est relié, on est dans le divin. Je crois qu'il n'y a même pas de question. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une très belle conclusion parce que ça porte justement beaucoup d'espérance, là, ce que vous venez de dire. Et puis merci pour l'explication avec votre petite fille qui parle certainement au cœur d'enfant finalement de chacun, parce que vous expliquez ça à une enfant, mais on a besoin aussi de entendre ça certainement dans nos vies d'adultes. On parlait du bercement de l'adulte et des berceaux pour adultes. Et je pense qu'on a besoin à nouveau d'entendre ces mots-là. Merci infiniment en tout cas, Jeanne Siofachin, d'être venue faire cet immense tour magnifique, 1h08 d'interview là, dans Métamorphose. Et de nous rappeler que seul le corps peut guérir le cœur. Il faut nous reconnecter à lui, à notre souffle pour retrouver le chemin de notre liberté intérieure. C'est ce voyage chaotique et poétique finalement que l'on vit à travers votre plume. Et ce tout nouveau livre, La guérison émotionnelle, aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment à vous. Mille merci Anne pour ce moment, parce que une fois encore d'échanger avec quelqu'un d'aussi sensible et subtil que vous, eh bien ça me permet de réfléchir et de continuer à avancer. Et pour moi c'est important qu'on soit toujours en chemin. Donc mille merci. Merci à vous, merci beaucoup pour vos mots. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.